Au commencement régnait l'obscurité. Puis soudain, bang! Une grosse explosion a donné naissance à l'univers, au temps, à l'espace et à la matière, éléments infinis et en expansion constante. Chaque jour, de nouvelles découvertes laissent entrevoir des secrets stupéfiants et parfois mortels, et nous permettent d'en apprendre toujours plus sur les mystères de l'univers. Où trouver des Martiens? Sur la surface empoisonnée de la planète rouge ou au cœur des sources d'eau récemment mises au jour? La vie sur Mars a-t-elle survécu à une apocalypse? Les Martiens sont-ils des microbes ou des monstres? Nous allons enfin avoir des réponses à ces questions dans Mars, preuve de vie. I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. Lorsque nous atterrirons sur Mars, nous serons peut-être attendus par des milliards de Martiens. Toutefois, ils ne ressembleront sans doute ni à ça, ni à ça, mais plutôt à ça. Des microbes et des bactéries ayant évolué pour survivre sur une planète où la pression atmosphérique n'équivaut qu'à 1% de celle de la Terre. Un monde aride où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 220 degrés. Même si la surface extérieure est vraiment peu accueillante, un peu plus profondément, l'environnement est peut-être beaucoup plus hospitalier pour une éventuelle vie microbienne sur Mars. Y a-t-il de la vie sur Mars? Il y a 10 ans, ma réponse à cette question aurait été très différente de maintenant, parce qu'on a beaucoup appris depuis. Quelques décennies en arrière, envisager d'éventuelles formes de vie sur Mars relevait de la science-fiction. Mais on sait désormais que sur Terre, certaines bactéries se regroupent au fond de l'eau, autour de cheminées hydrothermales. D'autres se développent dans des poches d'eau liquide, à plus de 3 mètres de profondeur dans la glace de l'Antarctique. Nos connaissances sur la vie microbienne sur Terre se sont tellement accrues qu'à mon avis, il est possible qu'une certaine forme de vie primitive se soit développée sur Mars et y ait existé à une époque. Comment la vie se serait-elle formée sur Mars? Peut-être dans un grand éclair de lumière. Printemps 2006. Bien que certains scientifiques affirment qu'il n'y a pas de foudre sur Mars, des détecteurs de micro-ondes implantés sur la Terre en trouvent au cœur de tempêtes de poussière rouge. Ce ne sont pas des éclairs tels qu'on les connaît, associés à des orages de pluie. Il ne pleut pas sur Mars. C'est ce qu'on appelle la foudre sèche. C'est cette foudre sèche, ou électricité statique, qui aurait pu être à l'origine d'une forme de vie sur Mars. Une fois qu'on a la foudre, on a une nouvelle source d'énergie qui peut affecter la composition chimique ou d'autres choses dans l'atmosphère, même en surface à un certain niveau. Une expérience célèbre, menée dans le but de reconstituer la formation de la vie sur Terre, consiste à transmettre un courant électrique à travers un mélange d'eau et de gaz commun. Le mélange ainsi créé contient des composants organiques ainsi que des acides aminés qui sont les matériaux de base pour créer une forme de vie. En transmettant des décharges électriques à ces éléments, on peut peut-être créer des conditions propices à la formation de la vie. Mais la foudre sèche a-t-elle participé à la formation de la vie sur Mars ou a-t-elle au contraire éliminé toute chance de vie? La foudre sur Mars a pu créer du peroxyde d'hydrogène, qui a pu ensuite permettre l'apparition d'autres composants chimiques susceptibles de détruire tout matériau organique et stériliser la surface de la planète. Était-ce une décharge créatrice de vie ou un courant électrique fatal? Les avis divergent encore sur l'effet qu'a eu la foudre des tempêtes de sable sur Mars. Quand on parle de Mars, au moment où on croit comprendre ce qui se passe, on découvre de nouveaux éléments qui nous indiquent qu'on a encore de nombreux mystères à résoudre.
Alors, comment trouver des bactéries invisibles à l'œil nu, vivant sous la surface d'une planète située jusqu'à 100 millions de kilomètres de la Terre? La forme de vie qui aurait le plus de chances de proliférer et dont on pourrait trouver le plus grand nombre d'organismes, si elle existait vraiment, serait celle qu'on aurait le plus de mal à trouver. Comme en escalade, c'est en faisant des connexions que les scientifiques recherchent la vie sur Mars, en reliant telle observation à telle déduction, et en espérant que les preuves les conduisent dans la bonne direction. Et si les faits ne collent pas, il faut tout recommencer. C'est difficile de rechercher la vie. Donc les fondateurs de la mission se sont dit, commençons par déterminer s'il existe des endroits habitables, des lieux susceptibles d'accueillir une forme de vie. Et l'élément crucial pour la vie telle que nous la connaissons, c'est l'eau. Sur Terre, l'eau sous forme liquide est essentielle à la vie. Même si l'on n'en a qu'une petite poche en plein cœur d'un glacier, la nature liquide de l'eau est indispensable au processus de création de la vie. D'après les photos prises par les toutes premières sondes spatiales, Mars n'était qu'un rocher rouge et mort. Son atmosphère était très fine et principalement composée de dioxyde de carbone, tout comme ses deux calottes polaires, semblait-il. Dans les années 70, on s'attendait à ce qu'il n'y ait aucune forme d'eau ni de vie possible sur Mars. Mais les avis sont très différents aujourd'hui. Depuis le XXIe siècle, des sondes spatiales plus élaborées ont révélé que la plupart des informations de l'époque étaient fausses. Finalement, il y a environ 100 fois plus d'H2O dans les calottes polaires de Mars que dans les 5 grands lacs des États-Unis. Rien que dans les calottes polaires, il y a sans doute assez d'eau pour couvrir toute la surface de la planète sur une profondeur de 6 à 9 mètres. En fait, il ne s'agit pas de savoir s'il y a ou non de l'eau sur Mars, mais s'il y a de l'eau sous forme liquide. C'est là la clé du problème. Aucune forme de vie, même microbienne, n'aurait pu se développer sur Mars sans la présence d'eau liquide à un moment donné dans l'histoire de la planète. Pour trouver de l'eau liquide sur Mars, on a fait des recherches de plusieurs manières possibles. Entre 1997 et 2006, la mission Mars Global Surveyor de la NASA était destinée à rechercher des minéraux composés d'eau grâce à un spectromètre ultrasensible. Chaque élément est associé à une signature particulière, comme une empreinte digitale. Lorsque la lumière atteint l'élément, ce dernier la renvoie d'une façon très spécifique, qui est propre à chaque élément. On peut donc savoir de quoi sont composées les choses, simplement en regardant la lumière qu'elles renvoient. Ce phénomène est comparable à la façon dont l'oreille humaine perçoit des vibrations spécifiques. Certaines notes retentissent très fort. Et d'autres sont moins audibles. De la même manière, les spectroscopistes cherchent à distinguer ces lignes en particulier. Lors de la mission Surveyor, la navette spatiale est alors tombée sur un vrai filon. De l'hématite, un minéral composé de fer et d'oxygène. La présence d'hématite démontre que la planète Mars aurait bien pu comporter des cours d'eau, puisque ce minéral se trouve également sur Terre, dans des environnements ayant à un moment donné été confrontés à de l'eau sous forme liquide. Ces cailloux sphériques proviennent de l'Utah. Ils ont été formés au cours d'une tempête de sable par de l'eau liquide qui s'est infiltrée dans les pores de la roche et a déplacé le fer contenu à l'intérieur. Et les particules de fer se sont agglomérées pour former ces petites sphères. L'hématite qu'on a trouvée sur Mars se présente en cailloux plus petits et on pense qu'elle s'est formée de la même façon. La mission Surveyor est terminée. Mais actuellement, 5 sondes prennent des photos et des mesures de la planète Mars. La sonde européenne Mars Express tourne en orbite en suivant l'équateur. La sonde Mars Odyssey de la NASA et plus récemment Mars Reconnaissance Orbiter, appelée aussi MRO, survole les pôles. Pendant ce temps, 2 robots explorent la surface à la recherche de preuves d'une ancienne présence d'eau dans la roche. Spirit se balade dans une région très montagneuse et aride, avec des rochers et de la poussière. Quand on voit les photos qu'il prend, c'est très rouge et extrêmement lumineux.
À l'autre bout de la planète, Opportunity se trouve dans un lieu très plat et beaucoup plus sombre, avec des teintes de roches plus brunes que rouges. Au printemps 2008, ces 5 sondes ont été rejointes par une 6e. Le Phoenix Lander de la NASA. Le 25 mai 2008, sous les yeux de centaines d'hommes et de femmes, les yeux rivés à leurs écrans, le Phoenix Lander arrive au terme d'un voyage de 9 mois dans l'espace et entre dans l'atmosphère martienne au milieu des flammes, à plus de 20 000 km/h. On a appris à notre bébé à marcher. On lui a apporté la connaissance. Maintenant, on n'a plus qu'à le laisser faire le boulot. Se poser sur Mars, c'est extrêmement difficile. Tout doit se faire en 6 ou 7 minutes, entre le haut de l'atmosphère et la surface de la planète. On appelle ça les 7 minutes de terreur. C'est le temps qu'a Phoenix pour passer d'une vitesse de 20 000 à 8 km/h. Sinon, tout ce que Phoenix produira, c'est un cratère de plus sur le sol martien. Toutes ces années d'efforts sont mises à l'épreuve sur ces 7 minutes. Le parachute s'ouvre. Mars Reconnaissance Orbiter immortalise l'instant. Les réacteurs ralentissent la chute de la sonde. Et l'atterrissage se fait sans accroc, non loin du pôle Nord sur Mars. Signal d'atterrissage détecté. Phoenix est chargé de rechercher de l'eau gelée sous la surface. Mais aurait-il déjà trouvé plus de choses que prévu? Une photo de l'un des pieds de la sonde semble montrer quelque chose qui ne devrait pas être là. On a de nouvelles preuves qu'il y a peut-être eu de la vie sur Mars à un moment donné. Des dépôts de minéraux montrent que de l'eau aurait coulé à sa surface. Les scientifiques de la NASA cherchent partout des preuves de la présence d'eau sur Mars. Mais au printemps 2008, ils pensent en avoir découvert à un endroit assez inattendu. Le Phoenix Lander, peu après son atterrissage non loin du pôle Nord de Mars, semble avoir sur ses pieds quelque chose d'étrange. Certains collègues pensent qu'il s'agit de gouttelettes d'eau qui se seraient formées. Mais c'est un peu étrange, puisqu'il s'agit d'un environnement très froid. Il n'est pas du tout évident que de l'eau puisse se trouver là de façon stable. Mais elle pourrait être salée, elle pourrait même être saumâtre, et donc avoir un point de fusion moins élevé. Je ne sais pas ce qu'étaient ces gouttelettes sur les pieds du Phoenix Lander, ou en tout cas ce qui ressemblait à des gouttelettes. Les scientifiques sont partagés. Et sur Internet, certains blogueurs se lancent dans de grandes spéculations. Mais ce ne sont que des hypothèses. Le problème, c'est que les images qu'on a sont assez floues. Leur résolution est très limitée. On a envie d'y aller soi-même pour prendre de meilleures photos. Mais au final, cette énigme ne sera sans doute jamais résolue. Ces gouttelettes sur les pieds de la sonde restent un mystère encore aujourd'hui. Mais lorsque le bras robotisé de Phoenix creuse à 5 cm sous la surface du sol martien, une prédiction est confirmée. Il se heurte à un sol dur et gelé contenant de l'eau sous forme de glace. La mission Mars Odyssey avait prédit que Phoenix se poserait sur un sol de glace, recouvert d'une couche de poussière. En touchant le sol, Phoenix nous a ainsi fourni l'une des clés de la science des planètes, qui est la réalité du terrain. L'équipe de la mission Phoenix s'attendait bien à trouver de la glace. Mais ils sont surpris par une autre découverte, détectée par le laser de la sonde dans le ciel martien. De la neige. Non pas de la neige de dioxyde de carbone, mais des cristaux d'eau, comme sur Terre. Il neige sur Mars, c'est génial. Phoenix a d'abord vu la neige se dissiper en haut dans l'atmosphère, et l'a revue ensuite tomber jusqu'au sol, puis se sublimer, c'est-à-dire passer directement à l'état gazeux une fois le soleil levé.
C'est vraiment l'une des premières fois qu'on ait vu le cycle de l'eau à la surface de l'atmosphère. En l'occurrence, le passage du gaz au solide, puis du solide au gaz. Pendant ce temps, les robots explorateurs parcourent une zone proche de l'équateur. Spirit et Opportunity se servent d'imagerie à haute résolution et de la spectroscopie pour trouver la preuve que certains minéraux et certains paysages ont bien été façonnés par de l'eau au cours de l'histoire de la planète. La journée type d'un robot explorateur sur Mars commence quand le soleil se lève et se reflète dans ses panneaux, ce qui le réveille. Des ordres radio lui sont envoyés depuis la Terre pour lui dire quoi faire. Par exemple, avancer sur 10 mètres, s'arrêter, pivoter de 20 degrés, puis prendre une photo panoramique avec un filtre de couleur dans telle direction. En fin de journée, l'un des satellites orbiteurs de la NASA, soit Mars Odyssey, soit Mars Reconnaissance, passe au-dessus du rover. Et on sait exactement à quel moment. Le rover peut lui transmettre les données recueillies dans la journée, et l'orbiteur les transmet à son tour à la Terre. Donc pendant que le robot est en veille pour la nuit, on reçoit les photos et les données qu'il a transmises. Et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que le robot a fait ce qu'on lui a demandé? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'inattendu? Est-ce qu'il se trouve dans une situation dangereuse? Au début de l'année 2008, des signaux envoyés par Spirit indiquent qu'il a un problème. Sa roue avant droite s'est coincée. Lorsque l'équipe tente de faire reculer le rover, la roue coincée s'enfonce de quelques centimètres dans le sol et tombe sur une couche de silice. Sur notre planète, où trouve-t-on de la silice? Dans les environnements hydrothermaux. Alors c'est peut-être ce qui se passe dans cet autre monde. C'est pour ça qu'on a été aussi excités de trouver de la silice, parce qu'on a fait le lien avec ce qui se passe sur Terre. Cette silice indique que ce genre d'environnement existe aussi sur Mars. Spirit se trouvait peut-être tout près de ce qui a été à un moment donné un ancien point chaud, comme ceux qu'on trouve à Yellowstone. C'est un cas classique de découverte accidentelle, qui soulève la question suivante. Mars pourrait-elle connaître encore aujourd'hui une activité hydrothermale souterraine? Mars a-t-elle encore un noyau chaud? Très certainement. Il est impossible que Mars se soit entièrement refroidi. Il y a toute la chaleur de son accrétion, de sa formation. Il en reste forcément, sans compter la chaleur d'éléments radioactifs. Il y a forcément suffisamment de chaleur à l'intérieur de la planète pour pouvoir faire remonter d'éventuels liquides en ébullition. Donc oui, il y a toujours la possibilité de découvrir de l'eau liquide à une profondeur donnée de la croûte. À Yellowstone, comme pour d'autres sources chaudes partout sur la Terre, de nombreuses espèces de bactéries se nourrissent et se développent dans ces eaux riches en gaz et en minéraux. Sur Mars, des sources chaudes cachées pourraient-elles constituer un sol fertile à la vie? On adorerait pouvoir envoyer sur Mars des instruments de mesure à résonance magnétique, parce qu'ils pourraient nous dire s'il y a bien du liquide dans le sol, quelle que soit la profondeur. Ce serait fantastique. Pendant que l'équipe Spirit se pose des questions sur les mystères souterrains de la planète Mars, l'équipe Phoenix découvre une autre surprise à la surface. Le sol sur lequel se trouve le Phoenix Lander est constitué à 2% de perchlorates, eux-mêmes composés de chlore et d'oxygène. La découverte d'ions perchlorate sur Mars a provoqué des réactions mitigées, parce que sur Terre, ils sont très toxiques. Sur notre planète, les perchlorates servent à la fabrication de propulsifs pour les feux d'artifice et les fusées. Cette découverte est très surprenante. Qu'est-ce que ça fait là? Comment ça s'est formé? La question des perchlorates est vraiment très intéressante, d'autant plus qu'on n'a pas de réponse précise. Il arrive que des perchlorates se forment naturellement, par exemple au Chili, dans le désert d'Atacama. En effet, les rayons ultraviolets produits par le Soleil transforment le chlore et l'oxygène. Sur Mars, à la surface, la plupart des réactions chimiques peuvent se produire de la même manière que sur Terre. On ne comprend pas encore les détails de tout ça sur notre planète, et encore moins sur Mars. Ce qui est compliqué avec les perchlorates, c'est qu'ils peuvent affecter les résultats des expériences qui ont été menées pour rechercher certains éléments, comme des molécules à base de carbone qui pourraient indiquer des traces de vie. Certains scientifiques remettent donc en question les fameuses expériences menées en 1976 par la sonde Viking.
Quand Viking s'est posé sur Mars en 1976, il n'a trouvé aucune trace de vie possible. L'une des théories qui circulent en ce moment dit que si on a trouvé des perchlorates dans le sol, ces ions perchlorates ont très bien pu altérer les traces de vie, précisément à cause du processus qu'on utilise pour les détecter en chauffant le sol. Les perchlorates ont effectivement pu détruire certains éléments au cours des expériences menées par Viking. Sur Terre, ces ions constituent un poison nécessaire dans beaucoup de formules propulsives. Mais ils constituent également une source d'énergie pour certaines bactéries, notamment pour les bactéries utilisées pour éliminer les déchets toxiques. Pour ce qui est de rechercher la vie, c'est donc une nouvelle assez mitigée. Si les microbes sont capables de proliférer même dans un sol toxique, les perchlorates peuvent être mortels pour la vie humaine. On ne sait pas dans quelle mesure les perchlorates affectent la planète. La surface du sol est peut-être extrêmement oxydée, ce qui risquerait par exemple de provoquer une oxydation fatale des combinaisons des astronautes. Une chose est certaine. Après 5 mois d'exploration, la mission Phoenix est menacée à cause d'une tempête de sable qui fait des ravages dans les plaines martiennes, ensablant tout sur son passage. Avec une tempête de cette violence, la sonde Phoenix est condamnée. En tombant sur de l'eau gelée, Phoenix, la sonde de la NASA, découvre de nouvelles preuves que la planète rouge a pu héberger la vie à un moment donné de son histoire. Mais à l'automne 2008, c'est la sonde elle-même qui risque bien de perdre la vie. Sur Mars, quand le vent souffle, il soulève la poussière qui est extrêmement fine, un peu comme de la farine. Le vent la soulève dans l'atmosphère et elle se redépose très lentement, recouvrant entièrement le paysage. La poussière rouge recouvre alors les panneaux solaires de la sonde Phoenix. Les rayons du soleil, qui sont sa seule source d'énergie, ne peuvent donc plus l'alimenter. Phoenix a besoin de temps pour charger ses batteries, parce qu'on sait qu'il va faire très froid la nuit, et qu'il lui faut de quoi alimenter son système de chauffage pour qu'il ne tombe pas en panne pendant la nuit. Le 2 novembre 2008, Phoenix s'éteint pour la dernière fois. L'hiver martien s'intensifie. Le dioxyde de carbone s'accumule, gèle autour de la sonde et emprisonne ainsi les prélèvements dans une tombe de glace sèche. Mais les analyses sur les données récoltées par Phoenix se poursuivent. On avait besoin d'aller sur Mars pour prendre des mesures à la surface, recueillir des données détaillées sur l'histoire de la planète et sur la formation chimique de la surface. C'était essentiel pour déterminer à coup sûr s'il y avait ou non de l'eau sur Mars. L'eau est une condition essentielle à la vie. Mais d'après les derniers éléments de preuve, ce n'est que l'un des nombreux éléments qui ont façonné la planète. Notre vision actuelle de l'histoire de Mars peut se diviser en 4 périodes, comme un match de basket. Le premier quart-temps a commencé il y a environ 4,6 milliards d'années pour s'achever il y a 3,2 milliards d'années et a été riche en action. Mars naît en même temps que les autres planètes, au moment où un tourbillon de gaz et de débris se mélange et refroidit, formant ainsi une planète rocheuse. Puis Mars est bombardé par des chutes de météorites. Beaucoup de cratères se sont formés, et vers la fin de cette période, un certain nombre de formations géologiques nous indiquent qu'il y a eu de l'eau qui a coulé à la surface. Ce nouvel élément comprend entre autres cette série de dorsales photographiée en 2009 par l'orbiteur de la NASA Mars Reconnaissance. C'est le premier lac découvert avec certitude sur Mars, ou en tout cas les traces d'un ancien lac de la taille du lac Champlain en Amérique du Nord. Chaque élément de preuve de la présence d'eau au cours de l'histoire martienne est crucial pour déterminer si oui ou non nous sommes seuls dans l'univers. Certains scientifiques affirment même qu'il y aurait eu un océan sur Mars il y a 3,5 milliards d'années, de la taille de l'océan Atlantique, qui aurait recouvert un tiers de la planète. Peut-être qu'avec suffisamment de temps et d'eau, la vie s'est formée sur Mars aussi.
À la fin de la première période de l'histoire de Mars, la deuxième commence dans une série d'explosions. Les volcans entrent en éruption et reforment la planète. L'activité volcanique était importante. Olympus Mons, sur Mars, est le plus grand volcan du système solaire. Donc on sait qu'il y a eu de très gros volcans dans le passé. Mars est recouverte de basalte volcanique noir, le même que le basalte qu'on trouve autour des volcans hawaïens. Les substances libérées par les volcans, comme le soufre, se mêlent alors à l'eau et la rendent acide. C'est un peu comme les pluies acides sur Terre. Au même moment, l'atmosphère semble se réduire, l'eau se raréfie et devient moins stable sur l'ensemble de la planète. Avec la disparition de l'atmosphère, il ne pouvait plus y avoir d'eau liquide sur Mars. S'il y a encore de l'eau liquide sur Terre, c'est uniquement parce que la pression atmosphérique appuie dessus. À ce moment-là, l'eau présente sur Mars s'évapore ou gèle. C'est sans doute dans le troisième quart-temps de son histoire que Mars devient rouge, à cause de l'oxyde de fer ou rouille présente dans la poussière. Si vous prenez un rocher volcanique tout neuf et que vous le laissez à l'air libre dans l'atmosphère terrestre, il va devenir rouge ou brun avec le temps, il va s'oxyder. Il a très bien pu se passer le même genre de choses sur Mars. Dans la dernière période de son histoire, Mars subit une profonde période glaciaire qui commence il y a 100 millions d'années pour s'achever il y a 2 millions d'années. D'immenses glaciers se forment et créent une nouvelle topographie avec des bassins et des cratères. On est passé d'une planète chaude et humide à un monde froid et sec. C'est ce qui résume l'histoire de Mars, d'après des preuves récentes. À ce moment-là, l'atmosphère était plus épaisse, il y avait de l'eau, peut-être même de la pluie, de la neige. C'est fascinant de se dire que grâce à ces missions, on arrive à apercevoir le passé de la planète et à étudier un monde assez semblable à la Terre qui n'existe plus aujourd'hui. On a donc des preuves assez évidentes d'une ancienne présence d'eau sur Mars. Mais ces images satellites prises en 2009 semblent montrer quelque chose d'impossible. De l'eau liquide s'écoulant à la surface de la planète. Il est possible que par moment, de l'eau coincée sous la surface ou gelée s'échappe en jaillissant et s'écoule le long des flancs d'un cratère. Ces photos de ravines, c'est l'événement le plus excitant qui se soit produit au cours de ces 10 dernières années. Quand j'étais petit, on me disait qu'il était impossible qu'il y ait de l'eau liquide sur Mars. Alors ces images, c'est un peu un pied de nez à la physique. Et c'est très intéressant pour la suite, puisque si on s'est trompé là-dessus, on a pu se tromper sur d'autres choses. Dans les toutes premières annonces de cette découverte, on a suggéré qu'il s'agissait peut-être de glace fondue ou de la remontée d'une nappe aquifère. Une étude récente a donné naissance à une toute autre théorie qui émet l'idée qu'il pourrait s'agir de dioxyde de carbone. La glace sèche se transforme en gaz et ce gaz provoque une sorte de lubrification du sable qui s'écoule le long des pentes. Honnêtement, tout cela en est encore au stade de science d'investigation. Il a été démontré que certaines de ces marques avaient été dessinées par le sable. Mais j'espère que d'autres l'ont été par de l'eau. Des anciens océans aux ravines découvertes récemment, la recherche de l'eau et de la vie sur Mars constitue une quête qui se poursuit encore aujourd'hui. Tout comme l'ascension d'une piste inconnue, cette quête est parsemée de faux départs et de détours inattendus. C'est ce qui s'est passé lorsque cette photo, prise non loin de l'équateur martien, a soudain rappelé à beaucoup de gens cette autre créature mythique. Mars aurait-elle pu abriter la vie à un moment de son histoire? Les éléments recueillis par des sondes comme Spirit sont plutôt encourageants. Mais ils peuvent aussi être largement surinterprétés. Il faut faire très attention à distinguer ce que peuvent signifier les données actuelles, les expériences effectuées et les hypothèses récentes. Mais en tant qu'être humain, il est difficile de ne pas laisser notre esprit s'aventurer plus loin que ça. En 2008, des milliers de personnes se sont aventurées très loin dans la spéculation. Une photo prise par la sonde Spirit circule sur Internet.
Cette silhouette ne ressemblerait-elle pas à celle qu'on voit sur ces photos présumées du célèbre Bigfoot? Serait-ce la preuve de la vie sur Mars? Non. Ce n'est qu'un caillou de 5 cm. On n'a toujours pas eu la moindre preuve indiscutable de la vie sur Mars. Tout comme l'histoire des canaux au XIXe siècle ou celle du visage au XXe siècle, le Bigfoot martien du XXIe siècle n'est qu'un effet de lumière. Parfois, les gens ont du mal à faire la distinction entre les faits et la science-fiction. S'il y a ou s'il y a eu une forme de vie sur Mars, elle a sans doute évolué très tôt dans l'histoire de la planète, lorsque Mars avait encore un champ magnétique la protégeant de dangereuses radiations spatiales. On a la preuve que Mars avait bien un champ magnétique quand on regarde les roches de sa croûte. La plupart des rochers, en se solidifiant, ont emprisonné et gelé ce champ magnétique. Ce sont ces rochers magnétiques, dispersés sur la planète rouge, qui donnent à Mars une autre version de nos aurores boréales, comme on l'a découvert en 2008. Même si cette lumière-là n'est sans doute pas visible par l'œil humain. Sur Terre, lorsque les particules chargées éjectées par le Soleil se retrouvent prisonnières des lignes magnétiques de la planète et entrent en collision avec l'atmosphère, elles libèrent de l'énergie et produisent une lueur. La sonde européenne Mars Express a récemment détecté des aurores sur Mars aussi. On sait donc que c'est bien ce qui se passe. Des particules chargées se déplacent en suivant des lignes magnétiques produites par un magnétisme résiduel de la croûte. Mais comment Mars a-t-elle pu perdre son champ magnétique? D'après une première théorie, lors de son refroidissement il y a un peu moins de 4 milliards d'années, son noyau de métal en fusion s'est solidifié et a cessé de tourner. Le mouvement à l'intérieur du noyau n'était plus suffisant pour générer le courant électrique produisant un champ magnétique. Mais il existe aussi une hypothèse bien plus rapide et bien plus violente. D'après une idée plus récente et très controversée, Mars avait une ou plusieurs lunes, des satellites pris dans son orbite. Par leur rotation elliptique autour de la planète, ces lunes chauffaient le centre de la planète, ce qui lui permettait de rester en fusion. Il continuait donc à générer des courants qui produisaient un champ magnétique. Mais si, par exemple, 500 millions d'années après la formation de Mars, ces lunes se sont écrasées sur la planète, ça a très bien pu détruire ce champ magnétique. Pour la plupart des scientifiques, la théorie de l'impact ne colle pas. Comment des satellites assez gros pour provoquer de tels dégâts auraient-ils pu perdre suffisamment d'énergie initiale pour être attirés ainsi par la seule gravité? Cette idée selon laquelle Mars aurait eu des satellites qui seraient tombés au début de son histoire est relativement improbable, mais pas complètement impossible. C'est ici que vont se recouper la question du champ magnétique de Mars et celle de la recherche de la vie, avec le météorite martien ALH 84001. En 1996, certains scientifiques affirment que ce météorite contient des microbes martiens fossilisés. D'autres disent que ces objets ne sont pas d'origine biologique. Depuis 1996, des tas de gens font des analyses sur ce petit météorite, pas plus gros qu'une pomme de terre, pour en tirer toujours plus d'informations. Et on a d'ailleurs parfois de nouveaux résultats. En avril 2010, des chercheurs armés de nouveaux outils de datation radiométrique annoncent que les précédentes estimations de l'âge du météorite étaient fausses. En gros, le météorite a 500 millions d'années de moins que ce qu'on croyait. Les premières estimations situaient le météorite à une époque où Mars était encore en phase de solidification, sans doute trop tôt pour que même des microbes aient pu se développer. La nouvelle estimation donne au météorite seulement un peu moins de 4,1 milliards d'années. Cette époque-là, il y a 4,1 milliards d'années, c'est l'époque à laquelle on pourrait imaginer que Mars était habitable. Puisqu'on pense qu'à ce moment-là, il y avait de l'eau à la surface, le climat était plus chaud et l'atmosphère plus épaisse. Mais comment un météorite martien
a-t-il pu parvenir jusqu'à la Terre? C'est la question qu'a voulu poser Christina M. de Dallas, au Texas, en envoyant un message à demander à l'univers. Elle écrit « Comment un morceau de planète peut-il se détacher et atterrir sur une autre ?» Excellente question, Christina. On a effectivement découvert sur Terre des météorites qui provenaient indiscutablement de Mars. On a une 50aine d'exemples connus. Ce qui se passe, d'après ce qu'on sait, c'est que des astéroïdes entrent parfois en collision avec la planète Mars et cassent de petits morceaux de la croûte qui sont éjectés dans l'espace. Ils peuvent alors subir l'attraction terrestre et atterrir sur notre planète. Et quand on les découvre, ça nous permet d'analyser des morceaux de la planète Mars ici sur Terre. En 2010, la NASA annonce qu'une étude plus approfondie du météorite au microscope électronique révèle de nouvelles particules, notamment des cristaux d'oxyde de fer, appelés aussi magnétites. Ce minéral a un champ magnétique propre et sur Terre, il peut être créé par certaines bactéries sous-marines. Sur Terre, certaines bactéries ont trouvé le moyen de développer des cristaux de magnétite à l'intérieur de leur propre corps, afin de s'orienter selon le champ magnétique terrestre quand elles nagent et se nourrissent. Les cristaux présents à l'intérieur du météorite martien sont-ils de la magnétite fabriquée par des bactéries martiennes qui auraient vécu dans un ancien océan lorsque Mars avait encore un champ magnétique il y a plus de 4 milliards d'années? S'il s'agit de fossiles, cela indiquerait qu'il y a très longtemps, Mars accueillait des formes de vie assez sophistiquées. Il y a toujours débat sur la question. Et il y a même encore des tas de scientifiques qui travaillent là-dessus. Et beaucoup de discussions sur ce météorite martien, pour déterminer s'il présente vraiment des preuves d'une ancienne forme de vie sur Mars. Mais la dernière preuve de vie sur Mars, qui est aussi la plus sérieuse, ne se trouve pas à l'intérieur d'un ancien météorite, mais sur Mars, actuellement, même si elle est invisible. Depuis des années, les chercheurs à la recherche d'une forme de vie martienne traquent la présence d'eau. Mais il faut peut-être traquer un autre élément, encore plus spectaculaire. Entre 1999 et 2009, grâce à des observations spectrographiques, on a détecté sur Mars la présence d'un mélange de carbone et d'hydrogène, du méthane. La découverte de méthane dans l'atmosphère martienne a été une vraie surprise. Des panaches de gaz semblent s'échapper de quelques points chauds au moment de l'été sur Mars. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de méthane sur Mars. Sur Mars, la présence même de méthane est assez mystérieuse, parce que c'est un gaz qui se décompose. Sur Terre, une molécule de méthane est instable et se désintègre au bout d'environ 300 ans. Mais sur Mars, avec de très hautes doses de rayons ultraviolets et l'éventuelle présence de la foudre sèche dans une atmosphère fine et emplie de poussière, le méthane devrait se désintégrer en seulement quelques mois. Donc, si on voit du méthane à ces endroits-là, c'est que quelque chose en produit. Même si le méthane se désintègre, il y en a toujours. D'où vient le méthane sur Mars? Sur Terre, les volcans produisent de grandes quantités de méthane. Mais même si Mars possède Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, ce dernier n'est pas entré en éruption depuis des millions d'années. Quelles sont les autres possibilités? Le méthane peut être produit sous la Terre au moment où la roche basaltique se transforme en un minéral appelé serpentine. Ce processus libère du méthane qui peut remonter en s'infiltrant dans le sol et s'échapper dans l'atmosphère. Mais ce processus nécessite de l'eau liquide et chaude qui n'a encore été découverte ni à la surface ni à l'intérieur du sol martien. Ça pourrait provenir de volcans actifs dont on ne connaîtrait pas l'existence, ce serait très intéressant. Ou d'une réaction chimique souterraine à base d'eau liquide dont on ne connaîtrait pas l'existence, ce qui serait très intéressant aussi. Ou bien ça pourrait être biologique. Sur Terre, 90% du méthane provient de bactéries animales ou végétales. Le méthane martien proviendrait-il de colonies de bactéries souterraines? La découverte de méthane sur Mars a provoqué l'apparition de gros titres annonçant qu'on avait à coup sûr trouvé de la vie sur Mars.
Des forums se sont montés sur Internet pour discuter de toutes les nouvelles espèces découvertes. Mais en fait, même si la découverte de méthane est très intéressante, ça ne veut absolument pas dire qu'il existe des petits animaux qui courent partout sur la planète. Il y a peut-être de la vie. En tout cas, c'est une piste. Et cette piste nous mènera peut-être à une forme de vie. La recherche de la source du méthane martien est désormais une priorité pour les scientifiques. Ce sera l'une des missions de la prochaine sonde envoyée sur Mars. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une plateforme d'essai pour le rover Mars Science Laboratory. Quand le MSL arrivera sur le sol martien, il mesurera la présence de méthane. On aura une réponse quand il sera sur place. Le Mars Science Laboratory, surnommé Curiosity, a été lancé à l'automne 2011 et s'est posé sur le sol martien en 2012 après la réalisation de ce documentaire. Il a la taille d'une petite voiture et est équipé d'une nouvelle technologie d'amarcissage grâce à un treuil. À une vingtaine de mètres au-dessus du sol, le rover se détache de sa base et est lentement descendu par une corde qu'on appelle la bride. Il descend très lentement et au moment où les roues du rover entrent en contact avec le sol, le véhicule de base le détecte, détache les brides et s'envole plus loin pour aller s'écraser ailleurs sans aucun risque pour le rover. Curiosity est alors au sol sur ses roues, prêt à travailler. Le radar à haute fréquence, essentiel pour cette opération, a d'abord été embarqué à bord d'un hélicoptère afin de subir un vol test à la base aérienne d'Edwards en Californie. Pour poser un rover sur Mars, il faut d'abord faire des simulations et des analyses. On aura une idée de ce à quoi s'attendre en termes d'angle de descente, d'altitude et de comportement du parachute. Au cours de l'approche, de la descente et de l'amarcissage, le radar nous dit où est le sol et à quelle vitesse on va. Cette information est ensuite utilisée par le système de contrôle des réacteurs pour s'assurer un amarcissage en douceur. On teste tout morceau par morceau. Donc le premier vrai test ne se fera que sur Mars. Le premier objectif du Mars Science Laboratory, c'est de chercher des traces d'anciens habitats. Le rover va donc explorer des régions qui étaient inondées à une époque et qui auraient pu emprisonner et conserver des organismes. Si on trouve ce genre de couche sédimentaire, on pourra remonter jusqu'à la roche en question, la creuser et prélever le matériau qu'elle contient. Curiosity pourra nous indiquer très précisément de quoi est composée cette roche et si elle contient des organismes. Le Mars Science Laboratory constituera un maillon de plus dans la chaîne que constitue la compréhension de ce point rouge et brillant dans le ciel nocturne. L'accumulation de nouveaux éléments ne fait que souligner le besoin d'en recueillir toujours plus. On ne sait pas exactement comment le champ magnétique a disparu. On ne sait pas exactement comment l'atmosphère a disparu. On ne sait pas où est passée toute l'eau. On ne sait pas si le méthane est produit par une forme de vie ou simplement par des réactions chimiques abiotiques. Mais les questions qui ont agité les 19e et 20e siècles trouveront peut-être enfin des réponses au cours du 21e siècle. J'ai posé une question à 5 autres spécialistes de la planète Mars. À quel pourcentage estimez-vous l'éventualité d'une forme de vie présente ou passée sur Mars? 4 d'entre nous ont pensé qu'il y avait au moins 90% de chances qu'il y ait eu ou qu'il existe encore de la vie sur Mars. Et 2 d'entre nous ont pensé qu'il y avait moins de 15% de chances. Je leur ai demandé, si vous pensez qu'il y a moins de 15% de chances qu'il existe de la vie sur Mars, est-ce que ça vaut quand même le coup de continuer à chercher? Et la réponse a été immédiatement oui, évidemment. Je ne pense pas que les rovers, les sondes et les orbiteurs trouveront un jour une forme de vie sur Mars. Personnellement, je pense qu'il faudra envoyer des hommes pour ça. Je pense qu'un jour, on pourra envoyer des gens sur Mars, qui pourront creuser, fouiller, réfléchir, voir le contexte, ressentir ce qui se passe, et ainsi assembler les pièces de ce puzzle extrêmement complexe. Je pense qu'on finira par trouver les traces d'une forme de vie, passée ou présente.